Salut Greg, Salut Jean-Fred, comment vas-tu? ça va bien et toi? Je te disais en aparté que c'était un peu, alors surtout pour toi, la tête dans le guidon et que on se souvenait plus tellement de ce qui s'était passé, ne serait-ce que 2 jours avant. Ouais, c'est exactement ça. On a un peu tendance à passer assez vite à autre chose. Là, ce que je te propose et ce qu'on a prévu pour aujourd'hui, vu que Lausanne, je rejoue dès ce lundi soir, on va pas trop revenir sur le Lausanne-Davos, le Davos-Lausanne de samedi soir. Juste parler un peu en diagonale sur ce qu'on attend de ce match quand même, et puis un petit peu de l'extra sportif, des sanctions qui ont été prononcées et de ce qu'on pense sur ce sujet. Tout d'abord, pour poser le contexte, Lausanne s'est incliné 5-2 à Davos samedi soir. Lausanne a été très bon, on parlera des sanctions après, mais globalement, pendant 2 tiers-temps, Lausanne est la meilleure équipe sur la glace. Mhm. Ensuite, ils ont pris des buts au mauvais moment et ils ont. Honnêtement, je pense que si on regarde, si on fait abstraction des buts, Lausanne doit gagner ce match. Je pense que Lausanne doit revenir de Davos avec une victoire. Ça, c'est pour poser le décor. À mon avis, c'est ce qui transpire de ce match. Et même si tu regardes bêtement les expected goals, Lausanne à 3, à 2,3. Donc, c'est assez solide. À 5 contre 5, c'est encore plus impressionnant. C'est 2,4 à 1,5. Problème, c'est que Davos a marqué au bon moment, a su faire le dos rond et a su profiter des occasions qui se sont créées. Ça a généré pas mal de frustration dans le camp lausannois. Ça a fini par des sanctions. Il y a eu 3 pénalités de match dans ce match. Donc ça, je pense que tout le monde l'a lu, relu, vu, etc. Je- Donc c'est catch, coup de genou sur Dominique Egli. J'ai tout de suite écrit que pour moi, il n'y avait aucune intentionnalité là derrière et qu'il n'aurait pas de suspension selon moi. C'est ce qui s'est passé. Donc je suis assez content de ne pas être à côté de la plaque. De temps en temps, ça arrive aussi. C'est les paris sportifs, des fois, on fait juste aussi. Tim Boson s'est battu avec Christian Nekive, le défenseur de Davos. C'est à mon avis, il n'y a pas eu de communiqué du club, mais à mon avis, il s'est fait les ligaments du genou, je pense, au moment de tomber. Il est absent 10 semaines selon un communiqué de la Ligue pour un recours qui a été émis par Lausanne. On en parle dans 2 secondes. Absent 10 semaines, donc je pense pas que c'est une commotion. Et on voit sur les images à un moment, il y a le genou qui tourne. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'arrive pas à se relever. Sur le Mhm. moment, après une bagarre, tu te dis, ah, mais c'est pris une pêche. Et, Oui. il est groggy. Et moi, j'ai vraiment pensé et écrit ça sur le moment parce que c'était clair, ça semblait clair. Ça ne l'était pas. Apparemment, c'est vraiment le genou qui a tourné. Donc voilà. Et sur cette action, Tim Boson a pris 2 pénalités de match. Et on y revient juste après. Et il y a eu d'autres bagarres insignifiantes. Nordström, Glauser et Fora contre je ne sais plus quel Lausannois. Rien de très intéressant. Et à la dernière seconde, Cody Almond a encore, on va dire quoi, coupé la route Mhm. à Barandoun, l'a touché en quête ouverte. Je propose qu'on vienne vite sur la. Vite, on verra si ce sera vite, mais on va pas faire 2 heures non plus sur le sujet. Sur la bagarre de Tim Boson, les 2 pénalités de match, il y en a une pour bagarre et une pour sucker punch, donc pour coup bas, on va dire, qui a un point du règlement 46,5 selon le communiqué de la Ligue que j'ai lu à l'instant pour préparer cet épisode. Parce que Lausanne a fait recours en disant mais comment un joueur peut-il prendre 2 pénalités de match alors qu'il s'est battu qu'avec un seul gaillard. Et c'est sur cette base-là. Je pense qu'à aucun moment, le Lausanne HC a voulu dire Tim Boson ne mérite pas de suspension. C'est son Je anniversaire, donc pense, s'il vous plaît. voilà, c'était son anniversaire dimanche, effectivement. Je pense qu'à aucun moment, il faut voir ce recours comme Lausanne disant notre joueur ne mérite pas ça. Je pense qu'il faut le voir comme est-ce que techniquement, les arbitres ont pris une décision correcte et donc est-ce que cette décision qui amène à une suspension est correcte? C'est la question qui a été posée par le NHC sous forme d'un recours. Et à la suite de ça, la Ligue a répondu, voilà ce qui s'est passé, voilà le processus décisionnel de nos arbitres. Oui, tu peux recevoir 2 pénalités de match sur la même bagarre. Donc la décision de nos arbitres sur la glace a été correcte. C'est call on the ice stance. Et donc le recours est rejeté. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention de ne pas mal interpréter ce recours lausannois comme une plainte et vouloir disculper son propre joueur, à mon Mhm. avis. Et ça, j'ai pas parlé avec des gens du Lausanne HC depuis samedi soir, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde au club qui va vouloir défendre les coups de Tim Boson sur un joueur à terre. Il y en a eu deux, un qui est moins fort que l'autre.
l'autre à main nue sur un gars à terre qui vient. Bon, alors ça, il ne le sait pas à ce moment-là. Il faut Ouais. aussi avoir conscience de ça. Ça se passe en quelques instants. Moi, je ne suis pas pour être trop sévère avec le comportement. Je l'ai écrit. Je pense que pour moi, ce comportement ne va pas. C'est pas acceptable. Et en même temps, il faut aussi avoir en tête que Tim Boson est dans un degré d'adrénaline très élevé. Et ça ne doit pas être évident de dire « Ah merde, là, il faut que j'arrête ». Mais en même temps, c'est pas pour autant, c'est pas parce que c'est difficile de se contenir, c'est pas parce que c'est compréhensible d'un point de vue humain qui doit pas être sanctionné. Moi, je pense pas qu'il méritait 30 matchs de suspension pour ça. Par contre, je pense que un match et absolument aucune ouverture d'enquête, moi, c'est ça qui me choque en fait. Oui, C'est le fait qu'il n'y ait pas d'enquête et que ça voilà. passe un peu. Ah bah par chance, les arbitres ont mis 2 pénalités de match. Bon, bah, ça le suspend automatiquement pour lundi. Allez, on se lave les mains et on passe à la suite. Ouais, Moi, c'est ça qui m'a embêté. je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est juste, ça veut pas dire qu'ils peuvent aussi ouvrir une enquête, constater, faire l'enquête finalement, mener, puis dire, oh ben, ça nous suffit. Et puis à ce moment-là, on dit, bah, d'accord, au moins vous avez décidé de travailler sur le sujet. Là, c'est un petit peu... voilà, comme ça, on n'a pas besoin de faire le boulot. Et on a une question à ce propos qui est assez longue d'ailleurs. Je pense que plutôt que moi je pose la question, je vais la lire. Puis il y a la question que je voulais poser au niveau de l'arbitrage. Je veux pas dire de bêtises sur le nom de famille, c'est Julien Bouadjezouk. J'espère que je l'ai bien prononcé, ou Yezouk. Bonjour l'équipe et merci pour ce que vous faites pour nous débriefer le hockey. Je viens de lire l'article de Greg sur Boson et sa suspension qui aurait pu être plus lourde. Et là, j'ai quelques questions pour vous. D'abord, par honnêteté intellectuelle, mentionnez que je suis supporter lausannois, mais que je crois modéré. Entre parenthèses, pas un ultra en tout cas, smiley. Au-delà du geste qui n'est pas joli, il me semble qu'il faut être deux pour se battre et que si on n'en est pas capable, bah, on démarre pas une bagarre. Mais même avec cet argument mis à part, est-ce qu'on peut quand même pointer la responsabilité des arbitres et ce de deux manières ? Primo, depuis le début de cette série de playoffs, si on regarde les stats des pénalités, c'est aberrant. Alors oui, Lausanne est peut-être indiscipliné, mais semble-t-il logique qu'avant même ce dernier match qui fausse un peu les stats, on se retrouve avec quasi le double de pénalités à Lausanne, et en plus avec des pénalités davosiennes pour retard de jeu. Vous avez vu les matchs comme moi, Davos ne joue pas moins physique que Lausanne, ne fait pas moins trébucher, etc. Quid du rôle des arbitres de tenir le match et de ne pas ajouter à l'énergie des playoffs la frustration de l'injustice ? Deuxio, les arbitres ne sont-ils pas censés séparer les joueurs qui se battent ? C'est facile de les laisser se taper dessus et ensuite d'aller demander une sanction pour celui qui a, entre guillemets, gagné. Dernière question subsidiaire. Après ces bagarres, on s'est retrouvé à 5 contre 3 alors que les pénalités s'équilibraient du coup, je n'ai pas saisi. C'est la double méconduite de match de Boson qui a amené ce 5 contre 3. Merci encore et bonne route pour la suite des playoffs. Merci beaucoup pour cette question développée, intéressante et qui nous fait nous poser aussi nous-mêmes des questions. Moi, c'est surtout sur les arbitres qui se séparent. J'avoue que il y a un peu celui qui laisse tomber les gants, celui qui laisse pas tomber les gants. Tu te dis, bah moi je laisse pas tomber les gants, comme ça je vais pas ramasser par rapport à celui qui laisse tomber les gants. Est-ce qu'il y a un côté, ouais, mais si je laisse pas tomber les gants, je suis un peu je suis pas un vrai. C'est toutes ces questions-là qui tournent autour de, pas forcément sur la faute des arbitres, mais plutôt sur le fait que des fois on se dit, mais effectivement, en NHL, il les sépare pas, il les laisse se battre, ça fait un peu partie du jeu, et encore, c'était encore plus criant avant. Là, j'avoue être surpris. Et pour te dire, même je regardais le match avec quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi les arbitres ne font rien ? En fait, ils les regardent. C'était Glauser-Nordström. Ouais, je suis d'accord. Bon, moi là, alors je verrais une petite différence. Tant qu'ils restent un peu sur leurs patins, ils n'ont pas pour notion de devoir intervenir. Oui, mais on voit souvent les arbitres venir, on voit souvent les arbitres venir, puis des fois se ramasser un pain. Oui, absolument. Bah, Kovar prend une pénalité, une suspension d'un match pour un coup à ce moment-là. Mais que la bagarre aille à son terme. À un moment, on voit aussi que Nordström et Glauser, ils sont presque en train de se dire bon, ben, on en reste là, ou bien ça fait bientôt 35 secondes, on en a un peu marre. Puis là, Glauser en a remis une. Donc, en fait, lui, il voulait pas arrêter là. Mais ça, je trouve... Alors, on en a déjà parlé dans les épisodes de Colfax. Moi, et je crois que toi, tu es comme moi, ces histoires de bagarre, on doit marquer les esprits en fin de match, montrer qu'on est toujours là. Moi, c'est un discours qui ne me parle pas, mais par contre, j'arrive à le comprendre. J'arrive à comprendre aussi qu'à la fin d'un match, tu as envie de montrer que tu t'es fait battre 5-2, mais où là, il y avait 4-1 à ce moment-là, peu importe. Mais que quand même, tu es encore physiquement présent. C'est des concepts que j'ai dû apprendre à comprendre, on va dire, avec les années à suivre ce sport.
Donc, les bagarres, voilà, moi, je vois pas trop le truc. Mais voilà, en même temps, les gens étaient contents, ça tapait dans les mains. Finalement, est-ce que du pain et des jeux, quoi. Ça, finalement, pourquoi pas. Par contre, au moment où il tombe, Nekivel, là, l'arbitre doit être beaucoup plus rapide. Oui. Alors oui, je disais avant, ça va vite, hein, et je comprends, mais il y a déjà une première fois, il tombe au sol, et là, il pose le genou à terre, et là, il doit arriver tout de suite. Et là, il est à côté avec son post-it. Je sais pas, on a l'impression qu'il est en train de faire sa liste de courses. Il ne faudra pas que j'oublie le pain. Je sais pas. Moi, ça m'a un petit peu agacé, je dois t'avouer, de voir ça à côté. Surtout quand tu apprends que derrière, il y a le joueur qui s'est gravement blessé. Et encore une fois, c'est pas le coup de Boson qui le blesse, qu'on pourrait croire au début. Encore une fois, ce qui rend peut-être l'image plus mauvaise pour Tim Boson. Mais je trouve que là, ils doivent être plus interventionnistes. Je suis assez d'accord avec la remarque qui est faite. En ce qui concerne la fin de match, la suite de la pénalité, je dois avouer qu'en fait, le soir même, le site de la Ligue a eu de la peine à se mettre à jour. Au début, il n'y avait que les pénalités des Lausannois. J'étais là, bon, ok, c'est un peu bizarre cette histoire. Et après, ça a été actualisé. Je sais pas, je pense qu'il y a les gens de la table de chronométrage qui ont un petit peu paniqué. Hans Rudi. Avec les Hans Rudi se sont un peu pris les pieds dans le tapis là-bas. J'avoue que je ne sais pas et j'ai pas regardé ça. Alors, si j'avais vu la question avant, là, je la découvre maintenant. J'aurais été checké. Mais là, je suis sur je viens de me mettre sur la feuille de. En fait, c'est simple. 51-19, il y a Boson 5 minutes. Faustkamp, 5 minutes Faustkamp, plus 2 fois 20, ça on le sait. Fora, 2 minutes dureté excessive, 2 minutes comportement antisportif. Glauser, les mêmes, donc ça annule complètement. Salomaki, les mêmes, comportement antisportif et puis dureté excessive. Nordström, ça s'annule aussi. Et après, il y a encore Raphaël qui a un 2 minutes pour Behinderung. Et il y a Nekive qui prend 5 plus 20. Donc en fait, il y a d'un côté, il y a 5 plus 20 de plus pour Boson que Nekive. Donc là, ça fait une pénalité de plus. Et il y a 2 minutes de Michael Raffel à 51-19, alors que les autres, Salomaki, Glauser, Fora, Nordström, se sont toutes annulés. En fait, voilà, donc en checkant vite, donc c'est juste ce qui s'est passé. J'ai pas enfin voilà, donc pour répondre à cette question, il y avait encore une troisième partie à la question, sauf erreur, que la une, je pense, qu'on n'a pas répondu. Alors, les arbitres ne sont pas censés séparer les joueurs, ça qu'on a fait. Bon. On s'est retrouvé à 5 contre 3, on a fait. Et puis le début, c'était... Alors, depuis le début, on regarde les stats, c'est le fait que ce soit pas ajusté, qu'on soit pas à 3 x 2 et contre 4 x 2, mais plutôt qu'il y ait 5 x 2 et 10 x 2. Quoi. En tout cas, qu'il y ait le double de pénalités lausannois en se disant, est-ce que vraiment les Lausannois sont aussi méchants que ça? Est-ce que... et qu'en général, les pénalités davosiennes, c'est plutôt pour des retards de jeu, parce qu'ils ont dégagé le puck hors de la zone, quoi. Ouais, alors après 4 matchs, là je vois, je me suis mis sur les statistiques aussi, il y a 20 fois 2 minutes pour Lausanne et puis 24 fois pour Davos, mais il y a aussi ce dernier match qui fausse un peu les statistiques. Mais c'est vrai que il y a eu pas mal de coups de sifflet où je me suis un peu souvent dit, on est sûr de ça, là vraiment. Et mais j'arrive pas à y voir un côté sciemment privilégié, mais effectivement, si je dois analyser la série de A à Z, on va dire, j'ai plutôt l'impression que si une des deux équipes doit se dire ouais, alors, les coups de sifflet sont plutôt dans mon sens, presque envie de dire que c'est Davos, effectivement, je peux le rejoindre sans y voir la disparité, elle existait avant ce dernier match, effectivement, sans y voir un énorme désavantage. Je peux me dire la même chose que ce qu'il nous dit dans la partie 1 de sa question. Ouais, puis... Et toi ? Ouais, moi, j'arrive jamais à me dire qu'il y a quelqu'un qui est favorisé. Enfin, c'est le côté Liga Mafia, les Suisses allemands, mais Zurich. Il le dit absolument pas. C'est d'ailleurs pour ça que je réponds pas à ça. Non, clairement. Alors. Non, je pense que ça peut sembler un petit peu bizarre. Ce qui est sûr, c'est que quand on a vu le match de dimanche soir entre Fribourg et Lugano, je crois qu'on a eu... quelque chose comme un powerplay pour Lugano seulement. Vraiment, les équipes se sont super bien tenues. Oui. Donc, comme quoi c'est possible d'avoir un match. Il n'y a eu qu'un 1-0, comme si le match est vraiment tendu. La tension, ça n'empêche rien. Mais là, la discipline, c'est clair que Lausanne, lundi soir, pour ce match 5, sans Tim Boson, sans Michael Hugli aussi, qui a pris 2 matchs, mais ça, c'était pour le coup de coude
qu'il a adressé à Chris Egli lors du match de jeudi, l'acte 3. Donc il était suspendu pour le match 4, suspendu pour ce match 5 et il pourra être de retour pour le match 6. Alors, je ne sais pas si Geoff Ward se dira j'ai bien envie de remettre Michael Ugly qui nous a sabordé le momentum lors du match 3. Heureusement, ça c'est pas... D'ailleurs, je vais vite faire l'avocat du diable 2 secondes et me donner un contre-argument à ce que je dis où Tim Boson devrait prendre plus qu'un match. Si Ugly a pris 2 pour son coup à la tête d'un joueur, et celui-là, il est vraiment pas joli, est-ce que vraiment Tim Boson mérite plus ? Et en fait, on le dit à longueur d'épisode on devrait pas comparer les scènes. Par contre, les sanctions, on a le droit de les comparer. Et là, je fais l'antithèse de ce que je disais concernant Tim Boson. Je peux aussi entendre que dans l'autre sens, on me dise ouais, mais attends, Ugly prend 2, pourquoi Boson devrait prendre plus ? Je le pose sur la table et j'entendrai ce contre-argument. Ouais, ce que tu disais aussi était très juste. C'était plutôt de frapper un homme à terre qui nous a plus choqué que tout le reste. Tout le reste, c'est parti du hockey. Le côté frapper un homme à terre, mais les circonstances font qu'effectivement, il ne sait pas qu'il est blessé, que les arbitres ont le droit d'intervenir. Après, Boson a aussi le droit de se dire bah, il est déjà par terre, je ne vais pas encore en rajouter. Donc, c'est un peu... On se souvient du cas de Di Domenico quand il était à Berne la saison passée, puis qu'il avait tiré sur un Biennois qui était à terre à 4 secondes. On avait aussi trouvé que le geste n'était pas classe. Ah bah clairement, on l'avait assez dit aussi. Voilà. Donc, on a assez parlé de Tim Boson, je crois. Absolument. Cody Almond en vitesse, on n'en sait rien pour l'instant. J'ai lu des arguments dans les deux sens en disant ouais mais attends, il lui touche à peine la tête. J'ai regardé un peu tous les angles de vue de cette scène. Il y a juste sur une image, on voit la tête partir en arrière et c'est toujours un peu comment la tête. Est-ce qu'à un moment il y a un mouvement net de la tête vers l'arrière ? À un moment, je le vois. J'arrive pas à me dire que c'est... Pour moi, c'est stupide, en fait. Déjà, on va partir sur la base. Au-delà, est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça mérite 1, 2, 8 matchs de suspension ? Pour moi, c'est juste stupide. Et avant, on parlait de marquer les esprits, etc. C'est un concept que je ne comprends pas. Mais à la limite, j'arrive à l'intellectualiser, on va dire. Par contre, à 59-59, venir mettre une charge à un gars qui est là, qui ne s'attend pas depuis derrière ou depuis le côté, on va dire... Bah là, moi, ça, j'arrive pas à l'intellectualiser, on va dire. Et au-delà de ça, je me réjouis de voir la sanction du juge unique. Sur l'historique de Cody Almond, il a déjà un casier judiciaire qui est présent. Oui. À quel point ça va influer sur la sanction, je ne sais pas. Je mettrai pas non plus, qu'on soit clair, je mettrai non plus pas 5 matchs à Cody Almond pour ça. Pour moi, il va prendre 2. Ils vont dire c'est catégorie 2 du coup, entre 1 et 3 matchs. Plus de 1 et en 2 et 3 matchs, je crois que c'est ça la catégorie 2, faudrait que j'aille regarder. Mais à mon avis, ça va pas être une sanction qui va aller au-delà de ça. Voir est-ce qu'ils vont se contenter du 1 match. À la Sorensen. Ouais, je sais pas ce que t'en penses toi. Je lance Sorensen parce que c'était juste à la fin du match et que je considère les 2 gestes de frustration. Absolument. Donc, si on a donné 1 à Sorensen, est-ce que le genou est plus grave que la tête ou la tête est plus grave que le genou ? Je vais pas me lancer dans ce comparatif, mais si on prend juste match terminé, frustration, on a mis 1, bah ma foi, alors on met 1. Mais je serais effectivement plus enclin pour mettre plus de suspension, mais on a l'impression qu'en play-off, on essaye de pas non plus trop pénaliser les équipes. Et souvent, on avait vu que, hormis une charge sur Andrighetto d'un Lausannois Barberio, qui avait pris beaucoup plus de matchs, normalement, les sanctions permettent quand même de terminer la série si elle va en 7, en général. Oui, et surtout, et là aussi, je trouve qu'il faut voir, faut peut-être un peu réévaluer différemment. Pour moi, un match de play-off a beaucoup plus, pour moi, je donne un truc très intelligent à moi qui pense. Non, mais ce que je veux dire, un match de play-off a une valeur telle que ça doit presque pas avoir la même valeur qu'un Ambry-Lausanne un mardi soir de novembre. Et en gros, si tu rates un Ambry-Lausanne en novembre ou un match 5
voire 6, voire 7 de playoff, c'est quand même pas le même délire. Et du coup, je pense qu'il y a aussi cette notion-là qui rentre en ligne de compte au moment de sanctionner un joueur en playoff versus en saison régulière. Enfin, en tout cas, moi, je le mettrais dans la balance. En tout cas. Ouais, je pense la même chose, mais après, là aussi, antithèse de tout ça, c'est de se dire, mais on critique assez les... Ou en tout cas, on ne comprend pas quand les arbitres rangent le sifflet dès que la prolongation a commencé, en se disant, il faut vraiment qu'il y ait une immense faute pour qu'il il donne 2 minutes. Donc on pourrait se dire la même chose là. Est-ce que c'est vraiment très très différent? Ça reste un match, à part que on va jouer à la mort subite. Mais sinon, ça reste un match. Mais je peux aussi complètement comprendre, évidemment, le fait qu'il y ait des enjeux, puis que tu veux pas trop pénaliser, mais à un moment, à ce moment-là, alors, qu'est-ce qui va se passer s'il y a vraiment une action hyper grave, tu vois? Enfin, on peut pas... et je trouve que là, il y a des actions qui sont assez... qui sont pas jolies pour reprendre les termes de notre auditeur. Ah ouais, non, je suis d'accord. Au moment où on parle, je vois le tweet de la Ligue où ils mettent des photos de joueurs pour mettre les matchs de ce soir, Lausanne Davos et puis Zug Bern. Et quelle équipe vous allez soutenir? La photo pour Lausanne, c'est Tim Boson. Les gars, il n'y avait personne d'autre. Vous n'avez pas une autre photo que c'est celle de Tim Boson. Ben Ça non. fait sourire. Justement, on passe sans transition ou transition tout trouver le match de ce soir. On va forcément en reparler. Pour les fans du Lausanne HC, on va parler un peu plus de hockey. J'imagine, et moi je serais assez. J'imagine un match assez tranquille ce lundi soir. C'est les deux côtés, ils vont se dire Artung, on va pas se faire avoir, les émotions sous contrôle, etc. Et je vois un match un peu plus calme. Et je sais pas si on va pas faire les paris sportifs. Du coup, c'est ici qu'on fait les paris. Moi, je vois bien Lausanne s'imposer contre Davos dans le jeu. C'est une meilleure équipe. Et du coup, je pense que ce lundi soir, ils vont plus jouer et s'imposer. Je sais pas si tu as une prédiction, une prévision. Je suis d'accord avec le fait qu'il y aura normalement, on va avoir l'air mal dès la troisième seconde avec une bagarre, mais que les arbitres en plus vont arriver de faire les gars, calmos, s'il vous plaît, comme s'il y avait encore besoin de leur dire, alors que je pense que les coachs vont leur dire on fait gaffe. Vraiment, ce coup-ci, on a vu, si t'es le coach, si t'es Jeff Ward, tu dis on a vu toutes les phases d'indiscipline, elles sont sanctionnées, donc on fait attention. Et en plus, c'est drôle parce que Holden, Ward, qui sont des entraîneurs nord-américains, donc on pourrait se dire qu'ils aiment bien ce côté un peu, les émotions, la bagarre des playoffs, mais je pense que ils sont assez malins pour se dire que si éventuellement ils pouvaient éviter de ramasser un goal en powerplay pour commencer le match, ce serait pas mal. Et on a vu que Stransky reprenait en tout cas, il avait placé son shoot magnifiquement. Le powerplay de Lausanne était plus difficile le dernier match, mais il marche quand même un peu mieux qu'en saison régulière. Donc, ouais, les gars, faites gaffe, quoi. Exactement. Donc nous, pour les fans du Lausanne HC, et pour les autres que ça intéresse, on parlera de ce Lausanne Davos Acte 5 mardi à 17h. Si j'oublie pas de venir à l'épisode, comme ça a été le cas aujourd'hui d'ailleurs, parce que même en étant à la maison, on doit le faire à distance à cause de mon indiscipline. Mais normalement, je ne vais pas oublier demain. Après ces sanctions lausannoises, on passe à Fribourg, qui mène 3-2 dans son quart de finale contre Lugano. Victoire, score de foot, 1-0, dimanche soir à la BCF Arena. But de Di Domenico, magnifique tir. Match, on l'a juste dit avant, extrêmement discipliné pour le coup. On a vu, et puis moi surtout, j'ai l'impression d'avoir vu un Fribourg qui maîtrisait défensivement son match. J'ai pas eu peur pour eux dans le troisième tiers alors qu'ils menaient 1-0. J'ai jamais senti presque Lugano être capable de revenir et que, au hasard, même s'ils mettaient une égalisation, j'avais l'impression que ce que Fribourg avait fait avant méritait de se matérialiser par un point après 60 minutes.
prolongation, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué. Je l'avais dit aussi lors d'un précédent épisode que même si Lugano avait été revenu, même si Lugano avait battu Fribourg en prolongation, comme tu l'as dit pour Lausanne, la meilleure équipe à 5 contre 5, c'est Lausanne contre Davos. La meilleure équipe, j'ai aussi l'impression que c'est Fribourg, qu'ils arrivent bien à bloquer de temps en temps la ligne, à moins que Carr prenne feu et mette un triplé, mais ils arrivaient plutôt bien à contenir Turkov et consorts, et qu'il n'y avait pas forcément de quoi s'alarmer, même si Lugano était revenu à 2-2. Et ce 3-2, en fait, pour Fribourg, cette victoire 1-0, m'a un peu conforté dans mon sentiment. Ouais, en fait, les deux victoires de Lugano, j'ai l'impression qu'il a fallu que tout tourne parfaitement C'est juste. pour que Lugano s'impose. Il a fallu un peu défier les statistiques, avoir que la prolongation tourne en leur faveur, que tout fonctionne, disons. Et tu peux le faire 2 fois. Je me dis que le faire 4 fois dans une série, c'est compliqué. Mais je t'avoue aussi qu'avant le match numéro 5 à Fribourg, j'ai pas parié sur ce match. Parce que je me suis dit, j'ai plutôt tendance à me dire que Fribourg est l'équipe la plus solide dans cette série, clairement. Mais par contre, est-ce que je suis à ce point confiant pour parier sur Fribourg à la maison contre Lugano ou non? D'ailleurs, ça se finit sur un score de 1-0. Par contre, là où je te rejoins complètement, moi, j'ai beaucoup aimé la solidité et la rigueur défensive de Fribourg-Gotteron de toute l'équipe. Voilà, de toute l'équipe. Quand on dit solidité défensive, on ne veut pas seulement dire, on veut pas parler de Jecker, de Streuile et que des défensifs, mais on veut évidemment parler du bloc. Et que j'avoue aussi à la toute fin de match, et des fois, ce coup de sifflet, il y a une scène où Di Domenico, on va dire, court, patine très très vite pour aller empêcher le offside. Et on voit, on voit le défenseur luganais on a l'impression qu'il pourrait toucher le puck, puis finalement ils accordent le dégagement interdit. Ouais, j'étais un peu... Je trouve que ça typiquement, ça fait monter les émotions pour un truc où je peux comprendre la frustration, parce que j'avais vraiment l'impression que le défenseur luganais aurait pu la toucher avant la ligne, mais après ça, c'est moi sur la base des images. Hein. Oui. Bon, après, je dois avouer, est-ce que les arbitres ont été aidés par les joueurs pour faire un bon match, dans le sens où il y a des matchs qui sont plus faciles à arbitrer que d'autres? Probablement, mais celui-ci, je l'ai trouvé globalement plutôt pas mal. Il n'y a pas eu grand-chose à redire. Et donc, je les critiquerai pas pour ceux qui apprécient, effectivement. Après, tu as dit le nom de Di Domenico. Je voulais quand même qu'on s'arrête 2 minutes sur lui. Donc, c'est lui qui marque le seul but de cette victoire, cette courte victoire, mais précieuse victoire à la maison. Il est aussi fort que ce qu'on pouvait imaginer. Et on a été un peu frustrés durant la saison régulière, de temps en temps, par le fait que justement, il était un petit peu moins dominant, il était un peu plus effacé que de temps à autre. Et c'est Marcus Sørensen qui a un peu pris toute la lumière avec ses plus de 30 buts, forcément. Mm-hmm. Mais là, Sørensen a manqué un match, il était de retour, ça a quand même fait du bien, ça a rééquilibré cette équipe. Mais globalement, Di Domenico, il fait vraiment, moi j'ai trouvé un match de nouveau au-delà de son but. Chaque fois qu'il est monté sur la glace, il s'est passé un truc intéressant. Ouais, il est impliqué offensivement, il est impliqué défensivement, il est calme. Surtout, c'est ça qui est pour l'instant. Hein. Après, j'ai mon collègue qui était sur place a fait un article à ce sujet, justement, sur le calme de Di Domenico. Quelqu'un a très justement répondu sur Twitter. Ouais, attends, on verra quand même quand il se fera provoquer toute une série contre Marty et Baltisberger. Alors là, il sous-entendait en finale contre Zurich. Moi, j'ai quand même répondu oui, alors on verra, mais c'est juste déjà, c'est clairement juste. Avant de penser à la finale contre Marty et Baltisberger, je me dirais, on va peut-être penser au match 6 à Lugano, parce que s'il y a un endroit où ça va pas être simple d'aller gagner le match 6 pour se qualifier en demi-finale, c'est à Lugano. Pour mémoire, c'est exactement ce qu'avait réussi à faire Genève l'année passée. Mm-hmm. En étant allé gagner là-bas, avec, on se rappelle, le but de Robert Mayer dans la cage vide, qui avait coûté 1000 francs à Giannoni d'ailleurs pour ce pari perdu pour cette scène-là. Mais on avait vu justement à quel point il fallait être solide
pour s'imposer à Lugano. Di Domenico va-t-il être capable de le faire? Je ne sais pas. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est justement Fribourg, c'est une équipe qui arrive complètement à museler le jeu de transition luganais. Et surtout sur ce match 5, où j'ai trouvé ça vraiment assez impressionnant de voir comme la zone bleue la zone neutre était cadenassée. Et à l'inverse, Fribourg s'est créé toute la soirée les meilleures occasions. Et rendons un petit hommage à Niklas Schlegel aussi au passage. Oui. Parce que si la série est serrée comme ça et il n'y a que 3-2 pour Fribourg, c'est aussi parce que Schlegel est vraiment très très solide depuis son arrivée dans la série. Après avoir relayé Koskinen, qui n'a pas été le plus rassurant de tous, on va dire, depuis le début de la série sur les premiers matchs. Donc, ouais, Schlegel solide, mais Fribourg elle a été un poil plus fort que Schlegel, mais pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Non, puis là aussi, alors, si tu rends hommage à Niklas Schlegel, permets-moi de faire la même chose et d'être laudatif envers Reto Berra, qui signe un blanchissage. Même si, ok, on l'a dit, si la défense est vraiment très forte, si t'as que des tirs des extérieurs ou si t'as pas ta vue masquée, bah, c'est beaucoup plus simple, surtout pour un aussi bon gardien. Mais reste que ne pas encaisser de but dans un match de play-off quand il y a 2-2, je trouve que si on salue la performance globale défensive, c'est bien évidemment aussi parce que Reto Berra a fermé la porte. Et la question de savoir si Reto Berra est un peu le facteur X et les supporters fribourgeois qui ne comprenaient pas qu'il n'y ait pas eu de numéro 2 ou qu'ils n'aient pas engagé un gardien étranger au cas où Reto Berra se blesse, ben, je trouve que quand on voit ces séries comme ça, on se dit que Berra, il fait le job, quoi. Je trouve que ça confirme qu'il est en santé, quoi. Ouais, absolument. Ce qui est intéressant, si tu regardes les statistiques de buts escomptés ou d'expected goals sur ce match entre Fribourg et Lugano, Fribourg en a 3,0 et Lugano en a 2,3. Donc tu te dis, ah ouais, 2,3 quand même pour Lugano, c'est pas si mal, ce qui est vrai. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que Fribourg a moins de tirs cadrés, 29-30, mais à 0,7 expected goals de plus. Ça veut dire que le nombre de buts escomptés ou on va dire de grosses chances de but est très clairement côté fribourgeois, justement, vu qu'il se crée 3 expected goals en moins de 30 shoots, alors que sur le même nombre de shoots, Lugano en a 2,3. Ce qui veut dire que la qualité moyenne des shoots de Fribourg était largement meilleure que celle de Lugano sur ce match. Et je trouve que c'est assez intéressant de le mentionner, ce qui fait aussi que Reto Berra a peut-être eu un plus grand volume de shoot à faire face, mais peut-être moins de tirs problématiques ou compliqués. Mais alors, on parle souvent au niveau des statistiques avancées, c'est le jeu à 55 qui compte, et c'est clair que quand tu as une chance de powerplay ou 2 par match, ça veut dire que... Alors, il se trouve que Di Domenico a marqué à 54, mais le seul but du match, ça veut dire qu'à 55, bah, tu as passé une immense majorité de la partie à 55 et que Lugano n'a pas réussi à marquer. Donc, ça démontre aussi toute l'importance du jeu à 55, même si on aime mettre en avant, dire, c'est surtout les coachs, les joueurs, l'importance des situations spéciales. Évidemment, puisque le seul but est tombé, mais finalement, il n'y en a eu qu'un. Donc, est-ce qu'on doit mettre en avant le fait que c'est les situations spéciales qu'on débloqué ou le fait qu'il n'y a qu'une seule situation spéciale qui a permis qui a été concluante finalement? Ouais. Bah, c'est quand même... Oui, c'est le jeu à 55 qui est important, mais on le dit à l'envie que c'est sur les powerplay que tu gagnes ou que tu perds les matchs. Et sa situation spéciale, c'est exactement ce qui est arrivé sur ce match à Fribourg. Si on se projette un petit peu sur la suite de la série, c'est quoi le contre que peut amener, ou le counter-move, on va dire, que peut amener Lugano contre ce Fribourg-là s'il veut le prolonger, cette série? Il faut qu'il y ait d'autres lignes qui se mettent en branle, quoi. Genre, le Carr qui marque les 3 buts lors de la victoire 3-2, forcément que ça implique
un ajustement de Fribourg. Alors, à Lugano, ils vont pas pouvoir forcément matcher comme ils veulent, mais je me dis quand même que on l'avait thématisé avant cette série, on disait qui peut marquer les buts. J'attends un peu plus d'Arcobello. Ruotsalainen qui avait marqué son but en prolongation lors de l'acte 3, bah, voilà, ces joueurs-là, il fait jouer aussi Kempe, Gianninazzi. C'est clair que d'avoir Schlegel permet de tourner un peu tes étrangers dans le jeu et de ne pas avoir une licence qui est bloquée au but, si je puis dire. Donc, ne pas avoir qu'une seule force de frappe, c'est d'avoir du danger qui vient d'ailleurs. Peut-être d'avoir un Verboen qui marque un but, d'avoir Fazzini à marquer lors de la défaite. Donc, ouais, on attend un peu plus de ces joueurs du côté de Lugano pour soulager finalement la première ligne. Ouais, je suis d'accord. Là, sur le match, la quatrième ligne qui est articulée autour de Mario Kempe, ça a été très compliqué. Et c'est aussi finalement les limites de ce HC Lugano, c'est qu'ils vont devoir un peu plus tirer sur une première ligne avec Joly, Carr et Turkauf. Mais moi, j'ai bien aimé la ligne autour de Ruotsalainen, justement. Et il a été très remuant à Fribourg, j'ai trouvé. C'est quand même censé être un vrai bon joueur. Il peut faire la différence sur un match de playoff. Mais c'est vrai que moi, ce qui est assez compliqué pour Lugano, c'est que maintenant, avec le retour de Sørensen et le retour de Julien Sprunger, ça donne une équipe de Fribourg-Gotteron qui est un peu plus complète que lors du match d'avant. Et ça va être aussi un peu plus difficile, justement, de trouver les bons match-ups. Parce que sur la rencontre de dimanche soir, la ligne qui a le meilleur ratio, on va dire, expected goals pour et contre, c'est la ligne de Sprunger, Bikoff, Schmidt. Ils sont tous ces trois joueurs-là qui sont plus vers les 80% de buts escomptés sur la rencontre. Et c'est pas celle de Sørensen. Et pourtant, Dubé a pu matcher un petit peu comme il a voulu. Et ça veut dire que plusieurs lignes ont dérangé la défense de Lugano. Donc, il y a Sprunger qui a ramené un petit peu plus de pep offensif. Bikoff fait un tout gros match, moi j'ai trouvé. Et même si à 5 contre 5, la ligne Sørensen, Valmark, Moté n'a pas marqué, tu as trois lignes très complètes actuellement. Et même avec un Valzer, justement, qui avait été envoyé à toutes les sauces contre la première ligne de Lugano de nouveau. En fait, Fribourg a plus d'options, je trouve, pour cette rencontre numéro 6. Absolument. C'est aussi ce qui ressort finalement de ces matchs. Je regardais, tu sais, à part ça, tu parlais des étrangers et tout, je me disais, mais Granlund, il en a pour jusqu'à quand en fait? Puis je vois que c'est jusqu'au mois de mai. Donc, ouais, non, c'est fini pour lui. Ouais, c'est un problème au genou et je me dis, ça aurait pu être, mais même avec Granlund, tu vois, est-ce que ça vraiment, il aurait pu avoir, est-ce que ça change véritablement la phase de cette série? Je ne sais pas. J'ai l'impression que Fribourg, le flow, le fait que, voilà, quand ils ont tout le monde, Dubé a fait ses petits ajustements. Quand des fois ça allait un petit peu moins bien, il avait fait des tests, puis il a trouvé ses lignes, et que là, comme ça va bien. Donc, c'est pour ça que je suis plutôt confiant, comme je l'étais avant la série, finalement. On avait dit que ça allait être difficile, que Lugano allait être un adversaire redoutable et qu'ils allaient, si ce n'est pousser Fribourg dans ses derniers tranchements, mais en tout cas bien vendre chèrement leur peau. Et c'est bien ce qui se passe, finalement. Même si tu gagnes ta série 4-2, on a vu que l'écart, que du 6-2, on était passé à des 3-2 après prolongation et des 1-0. Et c'est ça qui est assez cool en play-off, excuse-moi. Hein. C'est ça qui est assez cool en play-off, c'est de voir que tout d'un coup, l'écart arrive à se resserrer et que le fait de se jouer tous les 2 jours permet d'ajuster aussi le curseur. Ouais, moi, s'il y a un potentiel ajustement que je pourrais imaginer du côté de Lugano, et il est pas annoncé blessé, c'est Joel Alegia. Oui. Moi, je trouve sur cette série Mirko Müller
absolument catastrophique. Et je pèse le mot catastrophique. C'est hallucinant, je trouve, à quel niveau il est sur cette série. Et la ligne qu'il forme avec Calais Anderson, ça va pas franchement mieux. Là, sur le match de dimanche soir, la ligne Anderson-Müller a été la plus mauvaise, la paire la plus mauvaise. Lorsque Müller est sur la glace, sur le match de dimanche, il y a 18% des actions de but qui se passent en zone offensive et donc plus de 81,6%, c'est en zone défensive. Anderson, c'est à peine mieux, il est à 22,8%. Et cette paire-là, elle est désastreuse. Anderson prend la pénalité qui mène au but et c'est lui il y a une mauvaise relance avec lui sur la glace. Il rattrape Wallmark comme il le peut. 2 minutes, goal. C'est pas surprenant en fait que ce soit cette paire-là. Et moi, en fait, je serais pas totalement surpris. Et c'est juste pas l'état de forme de la Legia, mais j'ai l'impression vu qu'il était sur la glace encore en fin de saison régulière. Est-ce que tu dois pas, à un moment ou un autre, renforcer ta défense, sachant que Mario Kempe en centre de 4, finalement, autant presque mettre un de tes joueurs suisses. Hein. T'as un Jérémy Gerber qui peut jouer centre de 4 si on lui demande. Entre les joueurs présents, il y a quand même il y a une possibilité de faire glisser quelqu'un en centre de 4e ligne à la place de Kempe, surtout vu l'impact de cette 4e ligne dans le match de dimanche soir. Mais par contre, tu renforces un petit peu la défense, tu mets la Legia qui peut peut-être justement amener un peu un meilleur jeu de transition avec une première passe un peu plus rapide. Moi, je serais vraiment pas surpris de voir cet ajustement-là fait du côté de Lugano. Ouais, puis si tu mets la Legia avec Müller, tu vas peut-être augmenter les stats de Müller finalement, on va dire mécaniquement, si la Legia fait une bonne première passe, puis qu'il arrive à faire sortir le puck de la zone. Donc, logiquement, ça pourrait amener... Ce qui pourrait être un binôme relativement logique. Mirko Müller, défenseur défensif, et puis tu lui adjoins quelqu'un qui est plus porté vers l'avant, finalement. Ouais, c'est soit ça, je suis un chien d'aveugle sur cette série, donc j'essaierai peut-être d'abord avec la Legia, ouais. Non, mais vraiment, là, je suis un peu sévère avec lui, mais... sur ces playoffs, et je pense que ça peut être un très bon défenseur de la Ligue, il n'y a rien à contre, mais sur ces playoffs, moi je le trouve au mieux quelconque. Ouais, puis on rappelle quand même qu'il avait un contrat relativement épais pour ne pas dire plus du côté de Lugano, qu'il avait signé 6 saisons, quelque chose comme ça. En tout cas plus que 5. Et un joli salaire, puisque c'était un peu... un gros poisson, et encore, d'Amérique du Nord, qui revient en Suisse. Et puis, ce qui avait aussi fait lever quelques yeux de la part des suiveurs du hockey en se disant, mais on est vraiment sûr qu'on veut payer autant pour un défenseur qui est quand même plutôt à vocation défensive? Lugano a dit oui. Si seulement, je viens de regarder là sur toute cette série de playoffs, il est à 27% d'expected goals en faveur de son équipe lorsqu'il est sur la glace, et Calais Anderson, il est à 24%. C'est hallucinant. Ça veut dire que plus de 3/4 des actions se passent dans ton camp de défense. Voilà. Quand ces deux sont sur la glace. Donc, en gros, il se passe offensivement rien, et derrière, c'est la pataugie. Donc, pour moi, il est là le point où Lugano doit changer quelque chose s'il veut peut-être prolonger cette série. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire, parce qu'avant ce match-là, on rappelle, il y a 2-2. Malgré Mirko Müller qui n'est pas bon, ils n'étaient pas loin, mais justement, tout avait un petit peu tourné en faveur de Lugano. Les fameux pucks 50-50 où tu ne sais pas de quel côté ils vont tomber, ils étaient un peu tombés en leur faveur. Là, il va vraiment falloir que ça recommence, parce que Fribourg a fait quand même assez forte impression, je trouve, quand même, dimanche soir. On termine cet épisode avec Bienne. On ne sait pas si les supporters zélandais vont écouter beaucoup pour qu'on leur rappelle que leur équipe s'est faite éliminer en 4 matchs par Zurich. Mais on fait quand même le job. Je voulais dire d'ailleurs aussi que quelqu'un nous avait fait la remarque ce serait sympa que vous repreniez les
qu'est-ce qui est plus probable? Le petit jeu que tu avais instauré en début de saison, avant que la saison commence, Greg. Ah ouais. Un petit jeu super drôle et super intéressant. J'ai été réécouter certaines parties. Puis après, je me suis dit, ah ouais, c'est dommage, parce qu'on a déjà parlé de Genève. Alors, on aurait pu reprendre ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un peu c'est plus probable que, en fait, dans un épisode complet. Et puis, Ouais, ça me va bien. ça fera une sorte de fin de saison, mais on le fera plus tard. Comme ça, on n'oublie pas de revenir là-dessus et de regarder ce qu'on avait dit et de probablement se dire, ah ouais, on était encore très très malin et puis on s'est bien fait rouler. Mais bien, qui s'est fait sortir en 4 matchs, je pense que l'acte 3 était évidemment le plus difficile pour Bien. On pensait peut-être pas que Bien allait se faire sortir 4-0, mais on avait dit que la tâche, après 4 matchs de play-in, serait quand même relativement ardue, même si Zurich, des fois, peut paraître un peu, pas nonchalant, mais ils ont tellement de talent que s'ils travaillent moins fort, que tout d'un coup, le gardien, en face, t'as quand même un Seteri qui peut te voler des matchs. Mais finalement, ça n'a pas eu lieu. 4-0 pour terminer, triplé de Derek Grant, fin de carrière pour Beat Forster. Et puis, mais dans le contexte de cette saison biennoise avec Matti Kainen, qui est resté quasiment jusqu'au bout, qui finalement a été remplacé par Martin Steinegger, c'est pas une si mauvaise fin de saison pour Bien, non? Non, alors moi je pense que la meilleure, enfin, la bonne nouvelle de cette fin de saison, c'est que Jack Matikainen n'est plus là. Effectivement, je pense que pour Bien, ça va forcément aider un petit peu. Quand on voit à quel point cette saison a été compliquée pour Bien et éreintante, tant d'un point de vue mental que physique, au bout d'un moment, moi je comprends qu'ils n'avaient plus rien pour avoir une chance face à Zurich. 4-0, c'est clairement sec, hein, mais en même temps, moi je crois que j'avais mis 4-1 dans mes pronostics en me disant ah, c'est salaud de mettre 4-0. Je ne sais pas si je m'étais dit ça, mais tu sais jamais. Aussi, Zurich avait eu 10 jours de pause, Bien était dans le rythme, ils peuvent surprendre Zurich une fois, ou voilà. Mais ça n'est pas arrivé. Complètement logique que Bien se fasse éliminer. Ils n'ont pas mérité mieux que ça, finalement, quand tu dois passer 2 tours de play-in. Tu t'exposes à être fatigué et à devoir le payer durant la série d'après. Donc, ouais, mais je moi, je trouve pense que c'est... un match quand même, notamment le match où Brunner marque ce 2-1, là où il y a le tir dévié par Hollenstein, puis la victoire en prolongation. Ah, je me dis quand même que méritait peut-être pas de passer cette série, mais d'avoir droit à un match en plus. Ouais, tout à fait. Mais au final, je pense que personne ne se faisait d'illusions non plus au moment d'entamer cette série. Et il fallait être un peu réaliste. Malheureusement, voilà, c'était la haie était quasi infranchissable. Zurich, c'est vraiment très, très solide. Maintenant, voilà, on sait que Bien est en train de reconstruire pour la saison prochaine. Ça va être un peu une saison de transition, j'ai l'impression, à tous les niveaux, parce qu'il y aura un nouveau coach qui va arriver. Et d'ailleurs, je lance la question je pose la question sur la table. Est-ce que Steinegger, il nous fait une dubé et puis il se dit finalement pourquoi pas, et je reste à la barre? Je crois il a un peu dit que non, hein. Et tu me diras la vérité du mois de mars et celle de les Pinocchio du milieu, comme tu les appelles, on a l'habitude. Mais je me dis quand même que ce serait plus logique de trouver. J'étais étonné de voir Anders Olsson pas conservé finalement. Je me disais, est-ce que tu peux peut-être le garder? Vu qu'il fait pas un si mauvais job en Swiss League, qu'il avait été assistant, est-ce que c'était pas le moment pour lui de lui donner le lead en National League? Visiblement non. Est-ce que lui, il avait un peu assuré ses arrières après Martini en se disant, ah bah je vais on me propose un contrat de 2 ans à Turgovie, on me propose pas forcément quelque chose de mieux en National League, je sais pas. Mais Steinegger à la barre, je pense que pour un petit coup comme ça, il l'a prouvé aussi par le passé, quand c'est des petites périodes, ça passe, mais je pense que même lui se dit, peut-être ça l'embête de relasser ses patins tout le temps, puis qu'il préfère le bureau que la glace, tu vois. Ouais, c'est une bonne remarque. J'aurais pu imaginer Olsen rester avec Steinegger comme assistant, Mhm. par exemple.
Dire on inverse les fonctions, c'est toi qui t'occupes du daily business. Moi, je fais un peu plus de bureau, mais je fais un peu les deux. J'aurais pu tout à fait avoir une solution hybride comme ça. Mais effectivement, je te rejoins dans le sens où cette option ne semble pas exister. Plutôt pas Steinegger l'année prochaine. Maintenant, la question, ça va être qui? On va forcément sortir des noms. J'ai pas d'infos, on va être clair. Mais quand tu réfléchis, tu penses forcément à un entraîneur finlandais là-bas. Mhm. Après, tu as des Jukka Jalonen qui sont libres, par exemple. Tony Niemelen n'est pas libre. C'est un nom qui revient assez régulièrement en Suisse. Depuis qu'il a quitté Lausanne, il était assistant de Ville Peltonen à Lausanne. Maintenant, il est de retour au pays et il a un contrat. Mais moi, il y a un nom qui m'intéresse et je voulais juste le mettre sur la table. Je précise que je n'ai pas d'informations concernant un intérêt d'une partie ou des deux. Mais il y a Michael Liniger. Je me demande si à terme, ce n'est pas une solution comme entraîneur dans une équipe de National League. Ah, j'aimerais Euh, tellement. Michael Liniger, ancien entraîneur principal des GTK Lions, il a été assistant à un moment à Zurich. Il a fait des bribes comme assistant en fin de saison. À chaque fois qu'il virait un coach, il prenait Liniger comme assistant. Il était dans toute l'organisation comme head coach de 2017 à 2023. À la fin de la saison passée, il est parti comme assistant à Zug. Et voilà. Est-ce que Mhm. ce serait pas un nom intéressant? Ah, absolument. Les noms suisses, il n'y en a pas 50 000. Et pourquoi je suivais aussi Liniger? Simplement en pensant à l'équipe de Suisse. En me disant, bah, vu que la SIHF veut un entraîneur suisse, on dit, ah non, on veut la Swissness, Patrick Fischer et tout, puis se dire qu'est-ce qu'on peut avoir alors, au-delà des certains incidents. Et bien évidemment, hein, Luca Cereda, mais Luca Cereda, il est à Ambry et tout. Là, tu pourrais te retrouver avec un entraîneur potentiellement libre. Et j'aime bien. Je suivais aussi sa carrière en me disant qu'il avait fait du bon job là où il est passé. Il a quand même une respectable carrière de joueur. Donc, moi, j'aime bien. Et Ce que j'aime bien, c'est que dans l'organisation des GTK Alliance, bah, c'est forcément quelqu'un qui a dû apprendre à travailler avec des jeunes oui, joueurs, pas que, mais aussi. Et on sait que dès l'année prochaine, ben, Bien va intégrer Gaël Chris dans sa première équipe, 19 ans, va intégrer Rodin Genicio pour les deux défenseurs, donc 19 ans lui aussi. Il y a Matteo Reinhardt qui va reprendre un peu, qui va avoir une place dans l'alignement. Ils ont Nicolas Müller. engagé Marc Sever aussi, le jeune attaquant slovène de 19 ans qui débarque de Cloton. Ça aussi, c'est une signature qui va être intéressante à suivre. Et si tu regardes dans l'alignement, bah, tu as des Liki Treschley qui est toujours là, Jérémy Berchi, Noah Delémont est encore sous contrat. C'est quand même une équipe qui va justement lancer un nouveau cycle et prendre un jeune entraîneur qui a l'habitude de travailler avec justement les jeunes. Et on parle aussi de Nicolas Muller qui devrait venir à Lausanne si j'ai à Bienne, si j'ai bien lu. Je sais plus qui a NZZ. sorti l'info. La NZZ. Alors bon, et si c'est la NZ qui l'écrit, on a assez confiance. Euh, ouais, je pense que ce serait un nom, en tout cas intéressant à sonder, j'imagine. Ouais, absolument. De toute façon, je crois que c'est Stéphanie Meria qui disait à ton collègue Mathias, il y a pas deux anti-Tormenon. Donc, il faut faire un peu le deuil de ce... Et c'est vraiment pas facile, et le terme est sûrement très mal choisi dans les circonstances, mais on peut pas retrouver la même chose alors qu'on aimerait bien avoir le même jeu que ce qui était proposé sous Tormenon. Ouais, alors ça, c'est aussi une question de philosophie que va vouloir inculquer l'entraîneur qui va être choisi. Il y a aussi une question de philosophie que tu veux. Est-ce que tu veux te dire, ah ben, on fait une coupure avec les Finlandais, justement. Est-ce que finalement, on a pris Matikainen parce qu'il avait un passeport Mhm. qui nous plaisait plus que son résumé? Moi, comme je l'ai dit, dès qu'il a été engagé, hein, il y a pas mal de gens qui ont rigolé, en fait, quand ils m'ont dit, mais ils sont sérieux à bien d'avoir engagé lui. Comme d'habitude, moi, j'entends ce qu'on me dit, mais j'essaye aussi Voir par toi-même. ouais, de pas le prendre comme argent comptant. Quand on me dit, ouh là là, tu verras Svoboda, ouais, ben, je verrai, mais je garde dans un coin de la tête, effectivement. T'avais bien gardé, là. C'était un bon coin de ta tête. C'était même... Il n'y avait pas que le coin, hein. Il y avait une plus grande partie de la tête. Mais je l'ai mentionné aussi, Beat Forster qui a disputé son dernier match. On a presque envie de dire pour lui, enfin, il peut...
il peut ranger ses patins puis se dire qu'il a plus besoin à son âge. Il est de 1983. Donc, de se dire qu'il peut enfin être au calme. Et puis, alors peut-être ça va lui manquer sûrement l'adrénaline de ces matchs-là. Mais il a quoi 6 titres de champion. Enfin, ouais, grand bonhomme. Et puis, gros respect pour quelqu'un qui paraissait pas forcément totalement à côté de ses patins, même pendant les playoffs. On pouvait pas se dire. On pouvait pas se dire, ah bah tiens, on va matcher la ligne, on va mettre sur Beat Forster tellement il est nul et il est vieux et il est lent. C'était pas ça du tout. Bah non, le match où ils vont perdre en prolongation à Zurich après 87 minutes de jeu, lui, il joue 28 minutes 37 quand même. Mm-hmm. Donc non, il arrête parce que je pense qu'effectivement, c'était le joueur le plus âgé de la ligue. Il laisse ce trône à André Sambul, qui va donc s'y asseoir pour les 10 prochaines années, j'imagine. Il a encore là 10 ans, lui, non? Ouais, c'est bien. Tu sais que avec Ambul, je me dis, mais au mois de mai à Prague, on le voit. On le voit. En tout cas, nous, on est là. Nous, on est là. Après, lui aussi. Donc, j'imagine que oui. Ouais, c'est incroyable. Mais... Andrés, qui est le dernier joueur le plus âgé que moi, au passage. Le hockey suisse ne tourne pas autour de ma petite personne, mais dorénavant, c'est lui le plus âgé de la ligue. Certes, le deuxième, c'est Daniel Manzato, qui est plus jeune que moi. Donc, voilà, c'est bientôt la fin. Mais pour revenir à Forster, c'est remarquable ce qu'il a pu faire, d'être... finalement, après, quand il signait des contrats d'une année à la fin, ce qui était complètement logique, il l'avait bien compris, qu'il pouvait pas, il n'avait pas envie de re-signer, ou en tout cas, il y a personne allait lui re-signer un bail beaucoup plus long que ça. Et je trouvais que il a su s'arrêter en fait au bon moment. On se dira pas, il a pas fait l'année de trop. Ouais. Ce qui est assez remarquable parce que des fois on a l'impression que je vais encore jouer en Swiss League. Non, lui il termine avec Bienne sur certes une sortie en quart de finale, mais vraiment joli et chapeau. Cette équipe de Bienne l'année prochaine d'ailleurs, moi je me réjouis de voir. Évidemment on a parlé de Dionysios, on ne sait pas s'il sera là parce que vu ses performances, peut-être qu'un club de NHL va vouloir le parquer en AHL, lui faire un camp. Peut-être qu'il va être reprêté à Bienne, mais seulement au mois d'octobre, une fois que tout sera terminé au niveau des contrats rookies en NHL. Donc, à voir, mais j'aime bien on disait Gaël Christ, on disait Reinhardt, tout ça. Ils vont pas tous pouvoir se sortir, mais même Jérémy Berchi, l'année prochaine, il aura peut-être un plus grand volume de jeu, il aura peut-être plus de responsabilités. Vraiment chouette à voir. Et quand on est fan de Bienne à ce moment-là, ça va être assez intéressant. Tu disais nouveau cycle, ça peut être vu de manière négative. En disant, ouais, bah, ça veut dire qu'on repart pas de 0, mais de peut-être 2-3 pour arriver jusqu'à 10, ce qui était la 9-10, qui était la finale du championnat. Mais non, je trouve que ça repart pas d'aussi bas. Il y a quand même des bases intéressantes. On a peu mentionné cette saison aussi, et je crois qu'on a eu de temps en temps des petits messages pour le dire. Les deux gars là. Oui Love, oui Radgeb, mais Yakovenko. Et on n'a peut-être pas assez parlé de Yakovenko. C'est peut-être un de ces défenseurs d'un club qu'on suit, qu'on a le moins vu, j'ai l'impression. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, non, il fait une belle saison, Yakovenko, je suis d'accord. Et lui aussi, si un club de NHL s'intéresse à lui, je suis pas totalement surpris. Donc là aussi, il faudra voir comment ça se passe sur le marché avec lui. Je voulais juste revenir 2 secondes sur Dionysios. Donc, pour mémoire, ses droits appartiennent aux Ducks d'Anaheim, qui l'ont drafté au 5e tour en 2023. S'il le signe cet été, il pourrait se passer effectivement ce qui est arrivé avec un David Reinbacher, d'être prêté en Suisse pour une année, et puis dès que la saison se termine, il repart là-bas, ou il reste là-bas, ou il revient. Mais c'est vrai qu'il fait une saison assez impressionnante. Là, il est à 60 matchs, 73 points pour un défenseur. C'est quand même sacrément solide, 25 buts. Ouais, je me réjouirais de le voir en Suisse l'année prochaine, je dois avouer. Ouais, en OHL, hein, c'est juste.
Exactement. En plus, la OHL, qui est censée être la meilleure ligue des 3 ligues juniors canadiennes, Mhm. donc de faire une septantaine de points, il est 31e meilleur compteur de la ligue actuellement. Euh, et dans les défenseurs, il y en a 2 ou 3 devant lui, mais rien de plus. Il y en a 2 devant lui. Puis après, tout Euh, dépend des âges aussi, donc c'est des fois difficile de dire de manière péremptoire, ah ouais, bon, ben, il est que le 4e meilleur, ouais, mais s'il a 2, 3 ans de moins, c'est d'autant plus impressionnant. Ouais, alors devant lui, il y a un joueur qui joue à un niveau encore autre, qui est censé être top 10 de la prochaine draft, visiblement, qui est un des défenseurs qui a près de 100 points en 66 matchs. Euh, ouais, devant lui, il y a du solide, mais lui, il est pas loin, il a 19 ans, donc ça pourrait en tout cas vraiment être une jolie petite prise pour remplacer aussi Yannick Radiev, parce qu'on a parlé du départ de Forster. Il y a aussi Yannick Radiev qui a joué son dernier match avec le HC Bienne avant de rejoindre Fribourg-Gotteron à partir de la saison prochaine. Avant de terminer cet épisode numéro 30, je voulais juste avoir une petite pensée pour notre collègue, confrère tessinois Mauricio Urek, Oh qui est oui. décédé la semaine dernière. Et c'est un nom qu'on connaît probablement pas forcément si on ne lit pas trop la presse. Mais ça fait partie de ces gens qu'on croise très régulièrement quand on est sur les patinoires, qui était un passionné de hockey sur glace, qui était tout le temps là au championnat du monde, qui était d'une bonhomie perpétuelle ou permanente. Et c'est quelqu'un que moi j'appréciais, et je sais que toi aussi. Oui. J'appréciais le Ah, ça m'a. croiser, le côtoyer lors des championnats du monde quand on le croisait. La semaine passée, quand je suis allé à Lugano, il était présent, toujours un mot gentil, il était toujours à sa place, il avait sa place dans la patinoire. Et lors du match d'après, lorsque au lendemain de son décès pour le match numéro 4 à Lugano, il y avait sa photo sur sa place avec une fleur, et j'ai trouvé que c'était une très jolie attention du HC Lugano. Ouais, ça m'a fait un coup parce que c'était quelqu'un qui il était fan de l'AC Milan comme moi aussi. Je me rappelle à Helsinki pendant le championnat du monde quand Milan a gagné son dernier Scudetto. Il y avait un match en direct et il écoutait ou je sais pas quoi. Il avait ses petits écouteurs puis il me dit c'est bon. Et il était trilingue, et alors évidemment beaucoup plus fort en italien et en allemand, mais il nous parlait toujours en français, il faisait toujours l'effort. 65 ans, il habite à Mendrisio. Enfin, c'était. Je me rappelle aussi, j'ai une image, et je pense que tu as la même, de nous deux en dehors de la patinoire de Bratislava. Et on est en train de partir, on se prend un taxi, un truc comme ça, puis on le voit partir tranquillement de son petit pas. Il repartait vers son hôtel ou son petit appartement comme ça, et je sais plus si on l'avait demandé s'il voulait partager un taxi avec nous, si on pouvait l'amener quelque part. Il était là, non, c'est tout bon. Et moi, c'est cette image-là aussi que j'ai de lui. Ouais, effectivement. Du coup, ben, je me rappelle aussi forcément de ce moment. Donc voilà, c'était une petite pensée pour lui au moment de conclure cet épisode. Nous, on reviendra mardi 17h pour parler de hockey concernant cette série Lausanne-Davos et non de l'extra sportif, on va dire, ou des sanctions, etc. On va parler du match de ce lundi soir. Mhm. Euh, D'ici là, ben, on est à disposition pour répondre à vos questions, à vos interrogations sur ce qui se passe sur la glace, à vos avis sur ce qu'on nous écrit, enfin ce que nous écrivons, ce que nous disons, etc. Donc on est toujours prompt à répondre si on peut, si on a les capacités, si on a les réponses à vos questions. D'ici demain, bah, prenez soin de vous. Bon match pour ceux qui auront la chance d'y être à la Vaudoise Arena ce lundi soir, et à demain. À bientôt.